Paris, nuit tombante. Les lumières de la rue du Faubourg Saint-Honoré se reflètent sur les vitrines. Derrière, les rideaux tirés de son appartement, Yves Saint-Laurent s'enferme seul, une cigarette à la main, le regard perdu dans le vide. Aux yeux du monde, il est le roi. L'homme qui a révolutionné la mode, habillé les plus grandes icônes, imposé le smoking pour femmes et transformé l'élégance en arme. Mais dans le silence, ce n'est plus un créateur, c'est une âme en ruine. Dépression, crise de panique, addiction, internement psychiatrique, derrière chaque chef-d'œuvre, une souffrance dévorante. Yves Saint-Laurent était un visionnaire, mais aussi une victime. De la célébrité, de la solitude et de ses propres obsessions. Le monde voyait un génie, ses proches voyaient un homme fragile, effrayé, terrorisé par le jugement, incapable d'aimer la vie autant qu'il aimait la beauté. Et si derrière les podiums et les projecteurs, l'histoire de Saint-Laurent était celle d'un homme qui s'est lentement détruit pour offrir au monde la perfection? Préparez-vous, derrière la haute couture se cache un drame humain d'une intensité rare, celui d'un génie que la mode a consommé vivant. L'enfant timide devenu prodige. Yves Mathieu Saint-Laurent naît à Oran, en Algérie, en 1936. Dès son plus jeune âge, il fuit la brutalité du monde extérieur. Les cris de la cour d'école l'effraient, la lumière du jour l'éblouit, il préfère les poupées de papier qu'il découpe minutieusement et habille de ses premières créations. Son refuge? Le silence, la beauté, l'imaginaire. Adolescent, il dévore les magazines de mode, rêve de Paris, dessine des robes pendant que d'autres enfants jouent au foot. Son talent est si précoce qu'à 17 ans, il gagne un concours organisé par le magazine Seventeen et attire l'attention de Christian Dior. Ce dernier, impressionné, le fait venir à Paris. Là, le jeune Yves découvre un monde qu'il ne connaît pas encore, la haute couture, le luxe, les soirées mondaines. Dior devient pour lui une figure paternelle et protectrice. Mais à la mort soudaine de ce dernier, tout bascule. À seulement 21 ans, Yves est propulsé à la tête de la maison Dior, le plus jeune directeur artistique de l'histoire de la haute couture. Le monde applaudit le petit prince de la mode. Mais derrière les flashs, un vertige s'installe. La timidité maladive devient angoisse. La pression, insoutenable. Les nuits, sans sommeil commencent. Yves comprend qu'il est entré dans un royaume de lumière qui brûle ceux qui s'en approchent trop. Le choc Dior, la gloire et la chute. Paris retient son souffle. La maison Dior, orpheline de son créateur légendaire, dévoile la première collection d'un jeune inconnu de 21 ans, Yves Saint-Laurent. Le défilé est un triomphe. Le monde découvre un prodige. Sa collection trapèze révolutionne la silhouette féminine. Les tailles se libèrent, les corps respirent, l'élégance devient fluide. En une nuit, Yves Saint-Laurent passe du statut d'assistant timide à celui de génie. Mais cette gloire soudaine a un prix. Les médias, fascinés, le comparent à Dior lui-même. Les clientes affluent, les magazines parlent d'un nouveau messie de la couture. Et dans le silence des ateliers, le jeune homme s'effondre sous le poids de l'héritage qu'il doit porter. 2 ans plus tard, en 1960, le rêve tourne au cauchemar. Appelé sous les drapeaux pendant la guerre d'Algérie, Yves, fragile psychologiquement, craque. Il est interné au Val-de-Grâce où il subit électrochocs et traitements violents. Pendant ce temps, la maison Dior le remplace sans prévenir. Quand il sort de l'hôpital, affaibli, humilié, il apprend qu'il a été renvoyé. Le jeune prodige est brisé. Ce traumatisme sera le tournant de sa vie. Il comprend que le monde du luxe, derrière ses soieries et ses sourires, est impitoyable. Il décide alors de se venger à sa manière en créant sa propre maison. La naissance d'Yves Saint-Laurent, la revanche du génie. 1 an après sa chute, Yves y revient, amaigri, tremblant, mais animé d'une flamme nouvelle. Avec son compagnon et futur associé Pierre Berger, il fonde sa propre maison, Yves Saint-Laurent. Le jeune créateur de 25 ans n'a plus rien à perdre et c'est ce qui le rend dangereux. Il veut tout renverser, les codes, les conventions, l'élitisme de la mode. Il ne veut plus plaire à la haute société. Il veut libérer les femmes. Dès sa première collection, le ton est donné. Les journalistes découvrent un style radical mêlant élégance et provocation. Yves invente la femme moderne, indépendante, sensuelle, parfois androgyne. Il ose les pantalons, le caban, la saharienne, le smoking féminin, des vêtements simples, mais porteurs d'un message révolutionnaire, la liberté. La société s'offusque, la presse se divise, mais le monde bascule. Pour la première fois, la haute couture parle aux femmes d'égalité et non de soumission. Yves Saint-Laurent devient plus qu'un couturier, un symbole. Mais derrière la revanche se cache une faille. Son succès fulgurant le replonge dans ses démons. La pression revient, la peur aussi, il dort peu, fume sans arrêt, boit pour tenir. Pierre Berger veille sur lui, le protège, le porte à bout de bras. Leur couple devient un mélange explosif d'amour, de pouvoir et de dépendance. Yves a reconquis la lumière, mais au fond, il sait déjà qu'elle finira par l'éblouir à nouveau. Le créateur et ses démons, la descente invisible. Le succès n'a pas apaisé Yves Saint-Laurent, il l'a dévoré. Derrière chaque défilé triomphal, chaque robe acclamée, il y a un homme qui vacille. Les nuits parisiennes deviennent son refuge et son enfer.
Accompagné de Betty Catrou, Loulou de la Falaise ou Karl Lagerfeld, il s'enfonce dans une spirale d'excès. Alcool, drogue, sexe, insomnie, les soirées au Palace et à Marrakech se transforment en échappatoires à son angoisse constante. Pierre Berger tente de l'aider mais rien n'y fait. Yves fuit la réalité. Il a peur de créer, peur d'échouer, peur de lui-même. Chaque collection devient une bataille psychologique. Il écrit parfois « Je me sens vidé », comme si chaque robe m'arrachait un morceau d'âme. La mode l'adule, le public l'idolâtre, mais lui ne se supporte plus. Son reflet dans le miroir devient son pire ennemi. Les antidépresseurs s'ajoutent au champagne, les nuits blanches succèdent aux crises d'angoisse. Dans le silence de son atelier, il ne reste qu'un homme fragile, obsédé par la perfection et rongé par l'idée de ne jamais être à la hauteur de son propre mythe. Et pourtant, malgré la douleur, il continue à créer. Chaque collection devient une confession, chaque robe un cri silencieux. Mais ce cri, personne ne veut vraiment l'entendre. Parce que dans le monde du luxe, la souffrance du créateur se cache derrière les paillettes. Si tu apprécies ce type de vidéo et que tu veux soutenir une petite chaîne qui se lance, pense à liker, t'abonner et laisser un commentaire, ça donne vraiment de la force. L'amour, le contrôle et la dépendance, Yves et Pierre Berger. Derrière chaque génie, il y a souvent un gardien. Pour Yves Saint Laurent, ce gardien s'appelait Pierre Berger. Amant, associé, mentor et parfois bourreau, leur relation fut l'un des liens les plus puissants et les plus destructeurs de l'histoire de la mode. Pierre Berger était l'opposé d'Yves. Lucide, froid, stratège, là où Yves s'effondrait, Berger construisait. Il gérait les finances, les affaires, la communication. Sans lui, la maison Saint-Laurent ne serait jamais devenue un empire. Mais cette fusion avait un prix. L'amour devint dépendance et la dépendance, contrôle. Yves, hypersensible, se sentait étouffé. Berger, pragmatique, voyait en lui un artiste à canaliser, parfois à protéger contre lui-même. Leur appartement parisien se transforma en champ de bataille entre passion et douleur. Pourtant, malgré les cris, les ruptures et les réconciliations, une chose ne changeait pas. Ils s'aimaient d'une manière presque mystique. Berger disait « Yves m'a tout donné, sauf la paix ». Pendant que Saint-Laurent se perdait dans ses nuits d'excès, Berger consolidait la marque, scellant pour toujours leur destin commun. Celui d'un couple qui a bâti un empire sur une histoire d'amour tragique. Car si Saint-Laurent a habillé les femmes les plus puissantes du monde, c'est sans doute parce qu'il n'a jamais réussi à se sauver lui-même. Provocation et scandale, quand Yves choque le monde. Dans les années 70, Yves Saint Laurent n'est plus seulement un couturier, il devient un provocateur. Là où les autres créent pour plaire, lui crée pour déranger. Il veut bousculer les certitudes, réveiller la société endormie. Sa collection Libération, inspirée des années 40, choque Paris. Des femmes en jupes transparentes, bas résilles, silhouettes sexuelles. Certains y voient une insulte à la pudeur, d'autres une œuvre de génie. Mais le scandale atteint son apogée quand Yves décide de poser nu pour la publicité de son parfum Pour Homme. En 1971, le cliché pris par Jean Loussieff montre un créateur vulnérable presque exposé au monde comme un martyr. Les journaux crient au scandale, les conservateurs s'indignent. Mais Yves, lui, jubile. Je voulais montrer que la beauté n'appartient à personne. Derrière cette provocation se cache une vérité plus sombre. Yves cherche à exorciser ses démons par l'art. Ses défilés deviennent des confessions publiques, ses créations des cris silencieux. Il brouille les genres, mélange masculin et féminin, joue avec le tabou du désir, et chaque fois, la société finit par suivre. Ce paradoxe, rejeté puis célébré, le pousse à aller toujours plus loin. Il comprend que le scandale nourrit la légende, mais il ignore encore qu'il nourrit aussi sa propre chute. Marrakech, la fuite dans la lumière. Lorsque Paris devient trop lourd, Yves s'envole pour Marrakech. Il y découvre une autre dimension du monde. La lumière brûlante, les couleurs fauves, les odeurs d'épices et de fleurs. Là-bas, le temps s'arrête. Dans sa villa majorelle, entourée de cactus et de bleu cobalt, Yves respire enfin. Le Maroc devient son antidote à la folie de la mode. Mais cette fuite n'est pas seulement géographique, c'est une tentative de survie. À Paris, il est un génie prisonnier des projecteurs. À Marrakech, il redevient un homme, fragile, silencieux, contemplatif. Il y trouve refuge auprès de ses muses, de ses amis et parfois de ses excès. Car même sous le soleil du désert, ses démons le suivent. Les soirées s'étirent tard dans la nuit, le champagne coule, la drogue aussi. Yves alterne entre moments d'extase et de désespoir. Pourtant, Marrakech devient une source d'inspiration inépuisable. Les couleurs des souks nourrissent ses collections, les cafetans, les broderies, les rouges brûlants, les ors étincelants. Tout ce qu'il voit là-bas renaît sur les podiums de Paris. La ville devient son miroir, éclatante et sauvage mais traversée de zones d'ombre. Pierre Berger dira plus tard « Marrakech lui a sauvé la vie et peut-être aussi un peu volé la raison. Car si Yves s'y sent libre, il s'y perd aussi, entre paradis et abîme. L'empire et la perte de soi, quand le nom devient une marque. » Au fil des années 80,
Yves Saint Laurent n'est plus seulement un créateur, il est devenu une institution, une marque planétaire. Ses initiales, ISL, s'imposent de partout, sur les robes, les sacs, les flacons de parfum, les vitrines du monde entier. Mais ce succès a un prix. Yves perd le contrôle de son propre nom. Les défilés deviennent des spectacles médiatiques. Les journalistes parlent de lui comme d'un empereur mélancolique. Les financiers s'invitent dans son royaume, les campagnes publicitaires remplacent peu à peu l'artisanat. Pierre Berger orchestre tout d'une main de fer. Yves, lui, s'éloigne. Il déteste cette marchandisation du rêve qu'il avait voulu pur. Il voit son univers se transformer en machine commerciale, son nom devenir un logo. Et cela le tue à petit feu. Pendant que la maison YSL prospère, l'homme Yves s'efface. Il se réfugie dans sa solitude, dans ses souvenirs, dans l'alcool. Les interviews deviennent rares, ses apparitions publiques douloureuses. Il confie un jour à un ami « J'ai donné mon nom à une marque et elle me l'a repris ». Ce paradoxe, être adulé, mais dépossédé, devient son enfer personnel. Le créateur qui avait libéré les femmes est désormais prisonnier de sa propre légende. Le génie qui voulait tout contrôler a perdu jusqu'à son identité. Les années sombres, entre isolement et autodestruction. Les années 90 marquent la fin d'un règne. Yves Saint Laurent, autrefois prophète du style, devient une ombre. Les interviews sont douloureuses, les photos rares. Dans son appartement de la rue de Babylone, il vit reclus, entouré de ses chiens, de ses livres et de ses souvenirs. Le champagne a remplacé l'eau, les cachets remplacent le sommeil. Ses proches parlent d'un homme brisé, terrifié par le monde qu'il a contribué à façonner. Ses rares apparitions publiques sont empreintes d'une mélancolie glaçante. Lors des défilés, il ne sourit plus. Son regard, perdu, semble toujours chercher quelque chose qu'il ne trouvera plus jamais. La beauté pure, l'émotion première, il confie un jour « J'ai connu la gloire, la richesse et l'amour, mais je n'ai jamais trouvé la paix ». Pierre Berger continue de maintenir la maison à flot, mais le génie s'éteint lentement. Ses dessins se font plus rares, ses idées moins claires, les excès, les années et la solitude ont tout érodé. L'homme qui avait libéré la femme moderne devient prisonnier de son propre passé. Le public l'idolâtre encore, sans savoir qu'il vit enfermé dans un monde de fantômes, ceux de sa jeunesse, de Dior, de Marrakech, de ses muses disparues. Il n'est plus le roi de la mode, il est devenu son sacrifice. La dernière collection, La fin d'un empire, 7 janvier 2002. Sous les ors du centre Pompidou, le monde de la mode retient son souffle. Yves Saint Laurent, 65 ans, s'avance lentement sur scène. Son visage est pâle, sa silhouette frêle, son regard voilé par la fatigue. Mais le silence est total. C'est son dernier défilé. Après 40 années de création, le maître tire sa révérence. Les mannequins défilent, vêtus de ses plus grandes œuvres, la saharienne, le smoking, la robe Mondrian, les silhouettes fluides et puissantes qui ont marqué un siècle. Le public pleure, les journalistes aussi. Mais Yves, lui, ne regarde plus vraiment. Son esprit semble ailleurs, perdu entre la nostalgie et le soulagement. Il sait que son temps est terminé. Dans son discours d'adieu, il dit une phrase bouleversante « J'ai connu la peur, l'angoisse, la solitude, mais j'ai aussi connu des moments de grâce. J'ai créé pour que le monde soit plus beau. » Cette soirée ressemble à une messe funèbre. La mode enterre son roi vivant. Ce n'est pas seulement la fin d'une maison, mais la fin d'une époque. Celle où la couture était encore une forme d'art, où un homme pouvait mettre son âme dans chaque couture. Après le rideau final, Yves Saint Laurent quitte discrètement la scène, le pas tremblant. Le silence retombe et le mythe commence à s'effacer. Mort d'un roi, l'héritage d'un homme tourmenté. Le 1er juin 2008, Paris s'éveille sous une pluie fine. Yves Saint Laurent s'est éteint la veille, à l'âge de 71 ans, dans son appartement parisien. La nouvelle fait le tour du monde en quelques heures. Les grands couturiers, les mannequins, les célébrités, tous pleurent celui qui avait redéfini la beauté. Mais derrière les hommages officiels, une vérité demeure. Le créateur était mort bien avant sa mort. Ces dernières années furent celles d'un repli complet. Malade, affaibli, hanté par ses souvenirs, il vivait entouré de silence. Pierre Berger restait à ses côtés, fidèle jusqu'à la fin. Leur relation, faite d'amour et de tempête, se transforma en un profond respect, presque en dévotion. Quand Yves s'en alla, Berger dit simplement « J'ai perdu l'amour de ma vie ». Ses funérailles, organisées à l'église Saint-Roch, furent un événement national. Des centaines de personnalités assistèrent à la cérémonie. Mais c'est à Marrakech, sa ville refuge, que son corps fut finalement reposé dans le jardin majorel qu'il aimait tant. Le bleu du lieu, éclatant sous le soleil, semblait dire « Le roi est mort, mais son rêve reste vivant ». Aujourd'hui encore, Yves Saint Laurent est plus qu'un nom. C'est un mythe, un fantôme, une légende, un homme qui a tout donné pour la beauté jusqu'à s'y perdre lui-même. Yves Saint Laurent a changé la mode, mais la mode l'a brisé. Il a offert au monde des décennies de beauté, de liberté et de révolution esthétique. Il a habillé les femmes avec la puissance qu'on réservait jusque-là aux hommes. Il a transformé l'élégance en langage politique, la couture en miroir de la société. Mais derrière ce génie, il y avait un homme trop fragile pour survivre à son propre éclat.
Tout au long de sa vie, Yves a cherché la perfection, dans la ligne d'une robe, dans le silence d'un atelier, dans les bras de ceux qu'il aimait. Mais cette quête dévorante ne lui a jamais laissé de répit. Son talent l'a élevé, son angoisse l'a consumé. Il voulait sublimer la vie, mais il n'a jamais su la supporter. Aujourd'hui, son nom brille encore sur les vitrines du monde entier. Mais ceux qui connaissent vraiment son histoire savent que ce nom fut aussi sa prison. Derrière les initiales YSL, il y a un homme qui a donné son âme à la beauté, jusqu'à en perdre la sienne. Et peut-être est-ce là la leçon la plus tragique de son destin. Dans le luxe, la gloire ou le génie, il existe toujours une frontière invisible, celle où l'art cesse d'être création et devient sacrifice. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et laissez un like. Votre soutien aide vraiment cette petite chaîne à continuer à faire vivre la mémoire des grands artistes.